Donc, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce premier webinaire qui sera animé donc, par le docteur Gardella et le docteur Kayat. Philippe, que je remercie vivement pour son enthousiasme il y a quelques jours à me solliciter à organiser des webinaires pendant cette période où tout le monde a un petit peu plus de disponibilité qu'à l'accoutumée et toujours être dans cette philosophie de pouvoir transmettre des bonnes informations et des bonnes pratiques. Donc, merci Philippe. Et merci Jean-Pierre aussi d'avoir accepté le challenge voilà, de participer à cette série de webinaires. Donc, je suis Emmanuel Escaland, directeur de Southern Implant. Je vous remercie d'être disponible, de vous être connecté aujourd'hui. Je remercie notamment aussi mon équipe pour sa disponibilité, son énergie à avoir mis en place ce format de réunion qui est un petit peu nouveau pour nous. Donc, on prend en main un petit peu les outils. On va vous expliquer notamment comment pouvoir échanger pour garder une certaine interactivité lors de ce webinaire. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Southern Implant, c'est une société sud-africaine euh, qui existe depuis 30 ans, qui développe des solutions spécifiques pour la prise en charge des patients dans tout type d'indication. Et donc, pour revenir sur le sujet des webinaires, donc, dans cette dynamique, puisqu'on a vu que ça fonctionnait quand même assez bien et qu'il était intéressant de pouvoir partager dans cette période. Donc, nous avons organisé toute une série de webinaires sur le mois d'avril. Nous ne manquerons pas voilà, de vous envoyer les informations pour pouvoir vous y inscrire. Voilà, toute une série de webinaires pour parler de sujets d'actualité en dentisterie et en chirurgie orale sur différentes thématiques, voilà, pour nous permettre de rester connectés dans cette période et surtout anticiper pour s'adapter au retour de nos activités respectives. Donc, s'adapter, ça sera la thématique du jour, les exercices de style que vont développer Philippe et Jean-Pierre. Alors, la conférence aujourd'hui sera développée en deux parties. Donc, c'est Philippe qui va présenter différents cas sur une première partie. Jean-Pierre sera modérateur, donc qui récoltera l'ensemble des questions que vous allez pouvoir poser. Donc, vous verrez que vous avez une petite option dans la barre que vous trouvez en bas de votre écran qui est Q&R, donc questions-réponses. Donc, Jean-Pierre, sur la première partie de conférence donc de Philippe, sera modérateur. Il prendra l'ensemble des questions pour pouvoir les poser à Philippe et vous y répondre. Si vous voyez d'autres personnes qui ont eu le même type de questions, vous n'hésitez pas à mettre un petit j'aime voilà, pour ne pas avoir un flux trop important, parce que nous serons à peu près 300 personnes aujourd'hui connectées de 20 pays différents. Donc, je vous remercie aussi parce que c'est une belle marque de solidarité et d'espoir voilà, dans l'avenir de venir se connecter sur ce type de réunion. Je vais arrêter de partager mon écran pour laisser ensuite la main à Philippe. Donc, je vais représenter quand même Philippe qui est chirurgien exclusif en implantologie sur Paris, qui est spécialiste en implantologie depuis pratiquement 30 ans et qui nous fera donc maintenant état des solutions Southern et notamment comment s'adapter avec le coaxis. Philippe, je te laisse la main pour débuter cette conférence. Merci à tous. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, j'ai mon assistante marketing Marie que notamment je remercie pour tout le travail d'organisation de ce webinaire qui est en backup. Donc, si vous avez des questions d'ordre technique, vous pouvez lui poser des questions sur la partie conversée. Elle se trouve sous Southern Implant. Vous pouvez lui poser des questions d'ordre technique concernant le fonctionnement du webinaire si vous avez un problème sur la vidéo ou autre chose. Et je laisse Philippe démarrer cette conférence. Philippe, c'est à toi. Merci pour cette présentation. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit tout à l'heure sur le conflit d'intérêts
évidemment que je fais partie des gens qui utilisent les implants Southern depuis qu'ils sont sur le marché. Donc, il est évident que je suis un bêta-testeur et que voilà, il est correct et conforme qu'on puisse l'annoncer. Donc, Philippe, tu as évoqué les situations antérieures. Moi, je vais passer le plus clair de ce webinaire à parler des cas des réhabilitations étendues et notamment complètes, qu'elles soient au maxillaire supérieur ou inférieur, et essayer de mettre en avant ce qui m'apparaît comme essentiel je dirais, l'intérêt d'utiliser cette angulation sous-crestale. Alors, la problématique que nous avons en permanence, quelle que soit l'étendue de l'édentement, c'est évidemment de faire en sorte qu'on soit dans une cohérence entre le projet prothétique et la phase chirurgicale. Et à ce titre-là, sans développer les process que l'on utilise, qui soient analogiques sous forme de wax-up, de transformation de prothèses existantes, ou bien sous forme digitale avec les softwares qu'on peut utiliser aujourd'hui, la finalité du traitement, c'est évidemment, je suis désolé, j'ai une diapo qui ne passe pas, c'est de réaliser de la prothèse transvissée. Voilà. C'est de réaliser une prothèse transvissée et pas à n'importe quel prix, une prothèse transvissée qui soit la plus homothétique possible par rapport au trou d'accès, au vis, puisqu'on va transvisser cette prothèse. Donc ça, c'est un petit peu notre credo depuis maintenant de très très nombreuses années. Et vous allez voir en quoi les implants coaxis peuvent nous apporter un certain confort dans l'atteinte de cet objectif. Avant de parler des implants coaxis, je voudrais rebondir sur cette première situation clinique, qui est un patient qui est édenté depuis très très longtemps, qui est un patient sur lequel nous avons réalisé des greffes sinusiennes et une reconstruction horizontale au maxillaire supérieur avec une technique largement décrite par Urban, donc la sausage technique. Et puis c'est un patient qui a disparu de la circulation, donc nous l'avons greffé en 2013 et il est revenu au cabinet il y a un peu plus de 2 ans, pratiquement 3 ans. C'est assez intéressant pour voir l'influence du matériau que nous avons utilisé sur la pérennité de la reconstruction. Donc, peu importe, ce patient revient en consultation parce que, évidemment, vous allez voir les vues intraorales initiales. Donc, un complet qui est tout à fait approximatif au maxillaire supérieur. De toute évidence, vous le voyez, une perte de dimension verticale, de nombreux problèmes à l'arcade inférieure que je ne ferai qu'effleurer aujourd'hui. Notre credo, évidemment, et pour parler de la correction sous-crestale, il faut parler de notre credo quotidien. Malheureusement, ce ne sont pas des situations très très fréquentes. Dans la solution de choix, c'est de faire fonctionner des implants dans leur grand axe. Malheureusement, sur des patients très résorbés, comme nous allons le voir tout à l'heure, c'est parfois très difficile. En l'occurrence, sur ce patient-là, et vous allez voir défiler les coupes sagittales, on a la possibilité, grâce à la reconstruction qui a été faite 5 ou 6 ans auparavant, et à la stabilité de cette xénogreffe qui a été positionnée avec de l'os autogène dans le secteur antérieur et uniquement de la xénogreffe, une xénogreffe dans les sinus maxillaires, vous allez voir qu'on a une stabilité malgré le port de la prothèse totale qui est tout à fait intéressante et qui nous permet de faire cette planification avec des implants qui vont travailler dans leur grand axe. Ce patient-là est un patient avec comme antécédent médical un quadruple pontage, donc il est sous fluidifiant. On a suffisamment de tissu kératinisé autour des sites implantaires pour planifier une chirurgie flapless et nous allons comme ça distribuer 8 implants maxillaires supérieurs en connectant immédiatement des piliers multi-unites qui sont chez Southern nitrurés. C'est la raison pour laquelle vous les voyez apparaître dorés.
À la fin de la première journée, la mise en place de ce bridge provisoire qui matche parfaitement avec notre planification chirurgicale, avec des trous d'accès au vis qui se trouvent quasiment dans des situations idéales et qui préfigurent la réalisation d'une prothèse d'usage homothétique avec un support du matériau cosmétique à partir du moment où vous verrez de quelle façon nous allons transférer ces informations au niveau du laboratoire. Donc, vous voyez que notre planification correspond à cette radio panoramique prise immédiatement après l'installation du bridge provisoire, qui atteste la très bonne connexion des cylindres en titane sur les piliers multivites. On se retrouve là donc dans le modèle que nous préférons, bien évidemment, qu'on ne va pas pouvoir appliquer à tous les patients, mais avec un implant droit, un pilier multiunité droit, une insertion de ce pilier multimite à un couple de serrage qui est très élevé, 35 Nm/cm, dans des conditions de mise en charge immédiate qui sont réalisées dans de bonnes conditions. Vous avez ici la situation après que l'arcade inférieure ait été traitée, avec une augmentation de la dimension verticale qui est parfaitement validée par le patient, à la fois sur le plan fonctionnel et sur le plan esthétique. Très rapidement, pour vous dire que pour transférer ces informations au laboratoire, et ça c'est un process qui est parfaitement établi entre la clinique et le labo, on fait un montage primaire qui fige la situation avec les deux bridges provisoires. On en profite, et vous le voyez ici sur la table incisale, d'enregistrer l'enveloppe fonctionnelle. Et lorsque nous allons réaliser respectivement le bridge du haut puis le bridge du bas, il suffira de réaliser ce qu'on appelle des montages croisés, c'est-à-dire qu'après validation de la clé en plâtre des empreintes, eh bien, on utilise le provisoire du haut puis le provisoire du bas pour positionner le modèle en plâtre qui correspond à l'empreinte qui a été validée par la clé, de façon à ce que le laboratoire ait à la fois la bonne dimension verticale d'occlusion et cette enveloppe fonctionnelle qui vont évidemment bien l'aider dans la conception et la réalisation des prothèses d'usage. On essaie, dans la mesure du possible, de faire en sorte que les prothèses définitives ne soient qu'un copier-coller des prothèses transitoires qui ont été validées par le patient. Par rapport à la situation initiale, voici les restaurations maxillaires supérieures et inférieures. L'arcade inférieure a été réalisée à Nancy par Jean-Marc Etienne. L'arcade supérieure a été réalisée par Lionel Marcelaine à Lourmarin. Le bridge du maxillaire supérieur est sur une armature zircone, alors que l'arcade inférieure est un PIB titane avec des dents acryliques. Il est évident que le patient porte une gouttière. Je ne vais pas développer les raisons pour lesquelles on réalise cette gouttière. Donc, si je veux faire une première conclusion, on est ici, et ce n'est pas le moment d'en parler, mais je vais quand même effleurer le sujet, avec un choix délibéré vers une surface hybride. Et je vous laisse vous inscrire au prochain séminaire de Philippe qui développera les raisons pour lesquelles aujourd'hui on utilise sur des patients qui sont des patients à risque des états de surface hybride, avec un choix qui est un choix prophylactique. Et on est de toute évidence dans ce cas de figure, dans la mesure où les forces masticatoires s'exercent dans le grand axe de l'implant sur une conception biomécanique idéale. Ce n'est malheureusement pas le cas, et on va voir 3 autres situations cliniques qui vont nous obliger à faire ce que je considère aujourd'hui comme étant un compromis ou des compromis sur le plan biomécanique. Vous allez comprendre pourquoi. Un patient qui est un copain avec lequel je fais du vélo, en tout cas, enfin pas en ce moment, mais normalement on roule 2 fois par semaine ensemble. Je sais, pour l'observer depuis de nombreuses années, qu'il a un certain nombre de problèmes bucco-dentaires, et puis il se décide un jour, sans que je lui demande d'ailleurs, de venir me voir en consultation. Vous voyez ici les vues cliniques initiales, avec un grand nombre de problèmes parodontaux, de plans d'occlusion, avec une fracture sur les piliers de bridge dans le secteur 4, des égressions de compensation, et vous allez le voir sur cette radio panoramique initiale, le tout couronné par un problème parodontal terminal sur un grand nombre de dents, comme vous pouvez le constater.
je vais vous expliquer de quelle façon nous avons géré ce patient et quel type de plan de traitement nous avons proposé. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette situation clinique, c'est que vous allez voir qu'à l'arcade inférieure, vous l'avez peut-être deviné, même si vous n'avez pas de coupe scan, on a un ancrage osseux qui peut être intéressant, y compris dans les régions rétroforaminales, pour peut-être indiquer la mise en place d'implants qui vont fonctionner comme sur le cas précédent, c'est-à-dire avec un positionnement rectiligne. Au maxillaire supérieur, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. Donc, la phase initiale de traitement de ce patient, ça a été bien évidemment d'abord de se projeter et de voir quelle pouvait être pour nous l'arcade de référence qu'on pouvait momentanément garder afin de répondre à la demande du patient. Le patient a des mobilités dentaires, vous vous en doutez, qui sont conséquentes et il est surtout gêné à l'arcade inférieure parce que tout bouge, non seulement les antérieurs, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, le bridge secteur 4 avec les deux piliers qui sont fracturés. Donc, nous avons décidé évidemment de prendre en charge le patient sur le plan parodontal et dans le cadre de cette thérapeutique initiale, en dehors de l'instrumentation, des conseils que nous avons donnés aux patients bien évidemment et de l'instrumentation essentiellement ultrasonique que nous avons réalisée au niveau des dents du maxillaire supérieur, nous avons extrait 17-27 et réalisé des coronoplasties sur 16 et 17 afin de rétablir au maxillaire un plan d'occlusion qui pourrait constituer provisoirement une référence pour nous. Je passe les étapes du traitement de l'arcade inférieure. Donc, vous voyez que là, on est sur la radio panoramique de droite dans une configuration rectiligne avec des implants qui fonctionnent dans leur grande axe. Donc ça, c'est un choix délibéré. Je ne vois pas l'intérêt d'appliquer des principes du Holland-Fort sur un patient comme ça, dans la mesure où je pense que sur le plan et de la temporisation et de l'angulation des implants, on a un compromis qui est un compromis biomécanique que je peux éviter le cas échéant lorsque l'ancrage osseux disponible est suffisant. On va plutôt s'intéresser, alors que là vous voyez la réalisation de la prothèse d'usage à l'arcade inférieure, par rapport à la situation initiale, ce qui est le plus flagrant, il y a deux choses qui sont vraiment flagrantes. D'abord, c'est la grande amélioration du contrôle de plaque du patient au niveau des dents résiduelles à l'arcade supérieure. Et puis également le changement de schéma occlusal qu'on a pu obtenir. Le patient était totalement verrouillé avec une classe 2 division 2 et donc vous voyez que sans pour autant modifier de façon considérable la dimension verticale d'occlusion, on a réussi à organiser dans le secteur antérieur une guidance qui soit beaucoup moins axée sur l'hyperfonction de ce guide antérieur. On va évidemment maintenant s'intéresser au maxillaire supérieur. Est-ce que, comme je n'ai pas de retour, est-ce que vous m'entendez, Philippe? Oui, oui, on t'entend. J'ai déjà une question pour toi Eh, vas-y. qui concernait la temporisation. Quand tu utilises des implants hybrides, tu as montré une photo à un moment, quelle est la durée de temporisation pour ces implants hybrides? Alors, elle n'est pas plus courte ni plus longue qu'avec des implants qui sont totalement rugueux. Moi, j'en reparlerai tout à l'heure à travers un cas clinique, on va voir. La mise en charge immédiate, elle n'est pas apparue avec les implants rugueux. Vous verrez tout à l'heure un cas avec une technique particulière qui était le Bradmark Novum. Et avec le Bradmark Novum, on avait des implants qui étaient lisses. Donc, c'est vrai que l'état rugueux des implants accélère pendant les toutes premières semaines l'ostéo-intégration, mais c'est dommage, je n'ai pas la courbe ici, mais on s'aperçoit que lorsqu'on compare des implants rugueux à des implants lisses, au bout de quelques semaines, le BIC, c'est-à-dire le contact entre l'os et les implants, les deux courbes se rejoignent. Donc, on a un intérêt à utiliser de la surface rugueuse au début, mais pas forcément après. Donc, le choix prophylactique des implants à surface hybride, c'est parce qu'en fait, les problèmes sur les implants, Philippe, tu le sais aussi bien que moi, la plupart du temps, sur des cas comme ça, ils interviennent au bout de 10 ans. Donc, voilà, je pense que j'ai donné la réponse qu'il Oui, fallait. oui. Le praticien qui s'appelle Med et que je salue,
demandais aussi, poser des questions sur la littérature, mais là, je pense il vaut mieux plutôt renvoyer ce praticien au webinar que je ferai. Je crois que c'est le mardi 28, où là, vraiment, je Absolument, développerai la littérature. absolument, absolument. Il y avait une autre question pour toi, Jean-Pierre, si je peux me permettre, puisqu'on Je t'en prie. de Imen Bouzouita, qui demande les chirurgies que tu présentes là, ce sont des chirurgies guidées ou à main levée? Non, à main levée. D'accord. Mais tu avais quand même un guide, tu as quand même un guide Alors, c'est formé ou une non, sorte non, de. non, non, pas du tout. Bon, je ne veux pas tenir un discours prétentieux, mais il y a bien des situations où je peux me passer d'un guide chirurgical. J'ai fait de la chirurgie guidée sur quel que soit le type d'édentement, mais je vous assure franchement, et là pour savoir qu'on va organiser des formations avec Emmanuel sur non pas les implants Southern en particulier, parce que l'implant est un moyen, après il y a une technique, il y a des points de repère, mais si vous faites allusion au premier cas clinique que j'ai montré, en fait, euh, il y a des distances à prendre, il y a des repères anatomiques à prendre, le plan sagittal médian, il y a des distances entre les dents à respecter. Patrick Palassi a conçu il y a quelques années ce qu'on appelle les drapeaux, qui nous permettent de parfaitement, je dirais, déterminer en bouche les distances entre deux prémolaires ou une prémolaire et une molaire, ou entre la première prémolaire et la première molaire. Donc, il faut utiliser ces outils-là. Moi, je sais que je planifie systématiquement mes chirurgies sur mon logiciel qui est en l'occurrence Romexis, donc c'est PlanMeca, mais je fais très très peu de chirurgie guidée. Et je vous assure que avec de l'expérience, après c'est toujours pareil, je ne peux pas me substituer à chacun d'entre vous, mais avec de l'expérience, il y a beaucoup de choses qu'on fait sans guide. Euh, ce n'est pas un bon discours pour les jeunes qui commencent à faire de la chirurgie, parce que je pense que la chirurgie guidée, pour les gens qui commencent à faire de la chirurgie, c'est incontournable. Mais maintenant, bien, comme toi, Philippe, moi, ça fait 30 ans que je pose des implants. J'ai un certain je dirais, une certaine rigueur dans mon positionnement en 3 dimensions et j'arrive à gérer beaucoup de situations. Je rajouterai, pour être complet dans ma réponse, que sur des cas qui sont résorbés, comme le premier cas sur lequel j'ai fait une chirurgie sans guide à main levée, on a une marge de manœuvre qui est quand même beaucoup plus importante que sur des cas où on doit stricto sensu avoir l'implant au niveau pile poil du pied de la dent. Malgré tout, qui peut le plus peut le moins. Et c'est vrai que je préfère avoir des trous d'accès de vis qui soient au milieu des faces occlusales. Et vous allez voir que les cas que je vais vous présenter, il n'y a aucune chirurgie guidée. On va se retrouver de façon quasi systématique, parfaitement positionné au niveau de la face occlusale des dents. Oui, mais bon, c'est pas complètement magique. Tu prends quand même des repères. Tu Bien as, sûr, la dentition antagoniste. bien sûr, Et, absolument, voilà. absolument. Il faut se Mais c'est servir. vrai Il que faut sur s'en des grands cas comme ça, on a quand même intérêt à conseiller à tout le monde de faire des guides, au moins des guides simples. Mais on peut faire des guides simples. oui. On aurait pu sur ce cas faire par exemple une réplique, parce qu'en fait ce patient-là, la forme de ses dents qu'il y avait sur son complet lui convenait à peu près. En fait, on avait un problème de dimension verticale d'occlusion, donc on va dire qu'on peut faire un duplicata avec une gouttière thermoformée de ce complet du haut et l'utiliser en bouche, d'autant que là, je faisais une chirurgie flapless, donc il n'y avait pas de problème de repositionnement de guide. Mais bon, c'est pas pour faire le fanfaron, mais cette chirurgie a été vraiment réalisée à main levée. D'accord. Donc, on revient à notre situation au maxillaire supérieur. Donc, alors, certains d'entre vous vont peut-être s'interroger, mais pourquoi on ne peut pas garder la 15, peut-être la 14 ou la 25? Bon, vous serez d'accord avec moi, ici on a des atteintes de furcation totales, ici sur les 4, des atteintes de furcation partielles, là on a des reprises de caries sur tous les piliers du bridge antérieur, donc c'est vrai qu'on va peut-être sacrifier cette 15, mais on n'a pas le choix, et on va dire que
là où les 2 dents qu'on pouvait conserver sont sacrifiées tout simplement de par notre planification chirurgicale. Alors, ce qui me permet, et Marie, on va peut-être envoyer la première question, j'espère que, voilà, magnifique. Donc, dans cette situation clinique, quel type de planification chirurgicale pour les implants postérieurs? Implant incliné, implant court, dans l'axe prothétique. Vous avez pas plus de 5 à 10 secondes pour répondre, parce que là, je crois que, enfin bon, on va avoir une attitude œcuménique, on peut concevoir que certains préfèrent une à l'autre solution. J'espère que la plupart d'entre vous seront d'accord avec celle que j'ai choisie. Implant incliné 74%, implant court dans l'axe prothétique 25%, 26%. Bon, eh bien, ce sondage est intéressant. Alors, voici la planification chirurgicale que nous avons envisagée. Donc, effectivement, des implants inclinés qui longent la paroi antérieure du sinus et des implants rectilignes au niveau du prémaxillaire de canine à canine, avec de préférence, si possible, des implants étroits. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Et là, il y a une chose fondamentale qui change dans mes plans de traitement et qui me rassure énormément, c'est que les piliers, donc vous voyez que les 2 implants distaux sont des implants coaxis. On va connecter sur ces implants coaxis 6 piliers multi-unites qui seront tous connectés à 35 Newton-cm. Et ça, c'est un gage de stabilité sur le plan biomécanique à bien des égards. Ce que je vous propose de voir, c'est la vidéo de la chirurgie. Inutile de vous dire que dans les secteurs postérieurs, on a pris le soin de faire des séparations radiculaires pour garder le maximum de volume osseux. Ici, je fais un arrêt sur la vidéo des angulateurs, des indicateurs de direction qui sont angulés, qui correspondent à l'angulation de l'implant que j'ai choisi, en l'occurrence 24 degrés. Donc, on va positionner dans le puits de forage et on va valider, vous le voyez ici dans le miroir, qu'on est bien conforme à notre projet chirurgical. Un forêt pilote et un forêt terminal, et là aussi je vais faire une pause, un forêt terminal qui correspond en fait normalement au profil de l'implant que vous allez poser. Je fais tout de suite une précision. En règle générale, au maxillaire supérieur, si l'os est un os de type 2-3, eh bien, je vais toujours utiliser le forêt avec la longueur de l'implant que je vais poser, mais avec un diamètre inférieur. En l'occurrence, je vais mettre un implant de 4 par 13, me semble-t-il, et donc là, le forêt que je vais utiliser, c'est un forêt de 3,5. De façon à obtenir, parce que dans le cadre d'une mise en charge immédiate, c'est un aspect fondamental, d'obtenir une stabilité primaire très très importante. Alors, Philippe vous l'a montré tout à l'heure. Donc là, on a ici un implant hybride, coaxis, avec les 2 graduations qui sont distantes l'une de l'autre de 4 mm pour, je dirais, contrôler parfaitement l'enfouissement de l'implant, et un porte-implant qui a un rattrapage d'axe, puisque c'est l'implant qui est angulé. Donc, on va insérer, c'est un petit peu déroutant au départ, puisqu'on voit tourner ça dans tous les sens, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une question d'habitude. Et vous voyez ici l'implant, donc il est stabilisé à 40 newtons. Là aussi, je vais faire un arrêt sur l'image. Je vais revenir un tout petit peu en arrière pour vous expliquer, et vous le voyez vraisemblablement bien sur l'écran, qu'on a ici un hexagone externe, parce que moi, dans ces cas-là, j'utilise toujours des hexagones externes, et une plateforme qui est beaucoup plus importante, évidemment, à l'opposé de l'angulation de l'implant. On reviendra sur cet aspect-là des choses tout à l'heure. On fait la même chose dans le secteur 2, le même indicateur de direction qui est angulé. On vérifie, ça fait partie, Philippe, des points de repère qu'on a lors de la chirurgie. On vérifie qu'on est en face de la dent. Normalement, on tombe sur la cuspide de la dent mandibulaire. Le forêt intermédiaire est le même forêt terminal pour insérer ensuite le même implant hybride coaxis 20 primaires supérieur à 40 newtons. Et ici, vous avez, je vais revenir en arrière pour vous expliquer. Vous avez la possibilité, on va revenir là où je m'étais arrêté.
Voilà, ici, donc, on met en place l'implant. Et ici, lorsque vous mettez votre tournevis pour dévisser le porte-implant, vous avez la possibilité de faire encore un check par rapport à la denture antagoniste et éventuellement, au dernier moment, de roter d'un huitième de tour ou d'un quart de tour l'implant pour que vous soyez pile poil en face de la cuspide vestibulaire des dents du bas. Là aussi, vous voyez que l'implant, le col de l'implant est parfaitement entouré d'os et donc on va avoir une régénération spontanée. Ici, un implant droit dans ce site d'extraction de canine. Ici, 4 mm pardon, en place de canine. Et ici, des implants que j'adore, qui sont des implants de 3,25 qui me permettent, je rappelle que les implants Southern sont des implants de type 4, donc avec une résistance mécanique qui est très très importante. Et donc, on distribue nos implants droits de 3,25 au niveau du prémaxillaire avec la connexion pendant la chirurgie de ces piliers multi-uniques que vous connaissez tous et qui sont compatibles avec l'ancillaire Brandbar System. Jean-Pierre, je peux t'interrompre 2 secondes justement sur l'implantation dans ce secteur antérieur ici, car j'ai des questions. Je t'en prie. Alors, j'ai une question concernant les matériaux de la prothèse, zircone, titane, mais ça, on y viendra tout à l'heure. Ne réponds pas maintenant. Quand tu montreras la prothèse, tu répondras peut-être. J'ai une question concernant l'implantation dans le secteur antérieur. Jules Régnier me demande, est-ce que ici, comme tu avais une égression alvéolaire en antérieur, est-ce que tu as prévu de faire une ostéotomie? Non. Et si tu l'as fait, comment tu la contrôles? Non, je n'ai pas fait dans ce cas-là d'ostéoectomie antérieure. C'est vrai que la question est une excellente question. Il y a certaines situations dans lesquelles, et notamment pour des positionnements de limites entre la gencive du patient et la prothèse, on est obligé de positionner cette limite dans une zone à l'intérieur de la lèvre qui ne soit pas visible. Et à ce moment-là, l'ostéoectomie est indiquée. Dans ce cas-là, je ne voyais pas l'intérêt de faire une ostéoectomie. On a modifié, vous l'avez vu par la prothèse qu'on a réalisée en bas, on a diminué le recouvrement antérieur. Donc, il ne me paraissait pas opportun de réaliser cette ostéoectomie au niveau du maxillaire. Tu as prévu aussi d'augmenter un peu la dimension verticale pour diminuer un peu le décalage de classe 2? Oui, vous allez voir. Une question de Koundial Dugros. D'accord, mais on va le voir là sur les étapes prothétiques qui concernent le maxillaire supérieur. Donc, vous voyez, ça, c'est la fin de la chirurgie. On connecte nos transferts pour une prise d'empreinte à porte-empreinte ouvert. Ici, une empreinte à l'imprégomme, comme d'habitude. Et donc, le contrôle radiographique le soir de la chirurgie avec, vous le voyez, quelque chose qui est parfaitement matché avec notre planification chirurgicale et les cylindres provisoires en titane qui sont parfaitement en connexion avec les 6 piliers multi-unités. Quelques petites questions très rapides, Jean-Pierre. On trouve encore les drapeaux de Palacci? On peut encore les acheter? Ils sont commercialisés aujourd'hui par Pred. D'accord. Très rapidement également, toi, tu utilises la connectique externe. Il y a un confrère, Gwenaël Bory, qui me demande pourquoi. Et tout simplement parce qu'on sait très bien, et là aussi, je vous demande d'être excessivement vigilant sur la littérature, c'est parce que je considère aujourd'hui, alors j'utilise de la connexion conique, on le verra tout à l'heure, dans le secteur antérieur sur des réhabilitations unitaires au plural, ça m'arrive, mais sur ces grands cas de bridge, je préfère utiliser l'hexagone externe, très franchement, que j'utilise depuis maintenant 1988. Et des publications très récentes montrent en fait le caractère non significatif de l'influence du type de connexion par rapport à je dirais, à la conservation de l'os marginal. Donc, moi, je suis très, très à l'aise avec ça. Je suis persuadé qu'on aurait des résultats qui sont tout à fait comparables avec une connexion conique. Je ne le remets absolument pas en doute. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Pour l'avoir utilisé, je le répète, depuis des dizaines d'années, et j'ai aucune raison aujourd'hui de changer. Voilà, donc il n'y a pas de guerre de clocher, il y a simplement des habitudes cliniques et rétrospectivement des choses qui me paraissent tout à fait condamnables dans la littérature quant à l'influence de la connexion sur la stabilité osseuse marginale. Oui, j'ai une question intéressante de Christian Santoro. Est-ce qu'il t'arrive de mettre parfois, de compléter l'angulation crestale avec des piliers intermédiaires, multi-unit ou autres, piliers intermédiaires angulés?
Alors, je dirais, dans l'idéal, il ne faudrait pas, et vous allez voir pourquoi. Christian Santoro, que je connais bien, je vais t'apporter des réponses tout de suite avec les 2 diapositives qui arrivent. Et ça, c'est très important. Je pense que ma réponse sera beaucoup plus sympathique à observer avec cette illustration. Tu as d'autres questions, Philippe, ou je peux continuer? Oui, une question de Gilles Allier. Est-ce que les implants coaxis permettent de diminuer le nombre d'implants pour une réhabilitation arcade courte ou bien doivent-ils être assurés par des implants intermédiaires? J'ai lu la question telle qu'elle était libellée. Alors, en clair, alors je vais essayer de la transformer. La question, c'est pourquoi dans ce cas-là, mettre 6 et pas 4, c'est ça? Euh, oui, peut-être. Oui, peut-être. Moi, je suis pas, et je vais vous montrer un cas de Hollande-Fort maxillaire OT-bas, maxillaire OT-bas tout à l'heure. Très franchement, je, je, je dirais que ça pose un problème au niveau de la temporisation, et Dieu sait si de nombreux patients portent leur bridge provisoire pendant des mois, pour ne pas dire des années, pour des raisons, on va dire parfois malheureusement économiques. Ce cas-là, tel qu'il est traité, vous allez le voir sur le provisoire, on va sortir entre 5 et 6. C'est-à-dire, voilà, si je veux faire un Hollande-Fort ici, peut-être que mes implants, alors d'abord, il y a la nécessité de matcher avec l'arcade inférieure. Et l'intérêt ici d'avoir des implants distribués de la sorte, c'est que d'abord, j'ai ceinture et bretelles, je vais pouvoir réaliser un provisoire qui va quasiment de 6 à 6 au maxillaire supérieur, alors que si je fais un Hollande-Fort, je vais forcément avoir, sur une arcade qui est aussi large et aussi carrée que celle-là, je dirais, je n'aurai pas la possibilité d'aller aussi loin, parce que mes implants distaux, ils ne seront peut-être pas aussi distaux. Maintenant, très franchement, sur, je dirais, le taux de survie implantaire après des mises en charge immédiates, pour avoir été, je dirais, à la source chez notre ami Paolo Malo pendant des années, le taux de survie du Hollande-Fort maxillaire supérieur, il n'est pas si bon que ça. À la mandibule, je n'en discute pas, mais au maxillaire, il n'est pas si bon que ça. Et très franchement, je me mets à la place du patient. Moi, je propose toujours à mes patients de faire ce que je demanderais qu'on me fasse. Donc, dans ce cas-là, bon, hormis un impératif économique qui me limiterait au nombre d'implants, je préfère en mettre 6 que 4 au maxillaire supérieur. Je vais peut-être un petit peu avancer parce que le temps passe. Donc, Oui, j'ai plein de questions, mais peut-être on attendra on va à la attendre un fin. tout petit peu. Pour toutes les questions prothèses, on attendra à la fin. Oui. Euh, Pour revenir à cet aspect mécanique qui a été évoqué tout à l'heure, quelle est la différence entre un implant angulé et un implant avec un pilier angulé? Eh bien, tout simplement, on sait que les contraintes sont au niveau du col de l'implant. Et à partir du moment où sur un implant angulé, on met un pilier angulé, on sait que le couple de serrage ne sera que de 15 newtons. Et là, c'est faire un compromis sur le plan biomécanique très important, parce que c'est au niveau de la charge masticatoire qui est majeure qu'on va avoir une connexion entre le pilier et l'implant qui sera la moins fiable. Et tous ceux qui ont qui ont posé des implants inclinés, Hollande 6, Hollande 4, peu importe, savent très bien qu'on a quand même un nombre non négligeable de complications mécaniques au niveau de ces implants distaux. L'intérêt de la solution Southern, c'est qu'au lieu d'avoir un implant droit et un pilier angulé, on va avoir un implant angulé avec un pilier droit qui, lui, va être connecté à 35 Newton-cm. Et ça, à mon avis, c'est un aspect majeur pour qu'on puisse, je dirais, appliquer de façon systématique l'utilisation de ces implants dans ce type d'indication, parce que ça va avoir évidemment une influence majeure sur la stabilité osseuse marginale et également sur l'aspect biomécanique, comme je le disais il y a quelques secondes. Là, les implants que tu montres sont des implants à 24 degrés, je pense, non? Oui, 24 degrés. Oui. D'accord. On rappelle qu'avec la connexion externe, et ça Oui, peut on peut justifier avoir, aussi l'utilisation de la connexion externe, on peut tu avoir, as la oui, possibilité d'avoir 12 degrés, 24 degrés, 36 degrés. Avec absolument, des connexions internes, c'est beaucoup plus difficile pour beaucoup des plus raisons purement difficile. mécaniques et on se contente Oui. de 12 degrés.
Alors, ce gros plan sur cet implant, pour vous montrer ici, je ne sais pas, tu vois ma souris. C'était pour répondre à Mehdi Alaoui qui posait la question tout à l'heure. Voilà. Bonjour, Donc, Mehdi. si vous voyez ma souris ici, vous voyez qu'en fait, du fait que la plateforme derrière l'angulation soit plus large, radiographiquement, c'est ce que vous voyez ici, on a un plateforme switching, mais que sur la partie distale de l'implant. Et ça ne doit pas vous interpeller quand vous avez vos radiographies de contrôle, parce que vous allez croire que votre pilier multilinite n'est pas connecté. En fait, il est parfaitement connecté, et sur le bord distal de l'implant, vous avez un plateforme switching uniquement sur cet aspect-là de l'implant. Vous avez ici une vue du bridge définitif qu'on a mis en place après temporisation évidemment sur ce patient-là. Et vous voyez qu'au niveau des deux implants distaux, eh bien, on est en parfaite adéquation avec notre projet prothétique et qu'on sort parfaitement, même sans guide. Ce n'est pas à recommander, c'est simplement dû à mon expérience, je pense. On est parfaitement en adéquation avec pratiquement le milieu de la face occlusale des 6 du maxillaire. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on prétend que le coaxis s'adapte à l'anatomie et nous permet d'optimiser la prothèse, tout simplement parce que ici, en termes de résistance mécanique, vous voyez que bien, le matériau cosmétique est réparti de façon homothétique autour de cette armature en titane. Voici les prothèse justement, armature titane ou armature zircone? Dans ce cas-là, on a armature titane haut et bas, dents acryliques haut et bas, prothèse réalisée par Jean-Marc à Nancy. Et vous avez ici Et les prothèses sont magnifiques. Tu n'as pas de peur que ça casse les dents en acrylique sur des armatures titane? Non, non, ben écoute, de toute façon, systématiquement, dans ces cas-là, il y a une gouttière, il y a un night guard. Donc, on fait une gouttière au patient et on l'incite fortement à utiliser, à mettre cette gouttière en transparente en résine dure en règle générale. Alors, elle se fait au maxillaire ou à la mandibule, peu importe. Mais après, sur le matériau, sur le choix du matériau, il y a une question financière évidemment qui rentre en jeu parce que Philippe, tu le sais aussi bien que moi, enfin vous le savez tous, un bridge en zircone est sensiblement plus onéreux qu'un bridge avec une armature titane et des dents acryliques. Mais ceci dit, la maintenance, bien sûr qu'on a de la casse sur le plan prothétique, je serais un gros menteur si j'affirmais le contraire, mais c'est tellement facile de réparer de l'acrylique par rapport à de la céramique que, bon, je crois que de toute façon, dans ces cas-là bimaxillaires, il n'y a quasiment pas de proprioception. Donc, un, la gouttière est obligatoire et deux, la maintenance occlusale est obligatoire aussi. Et on y veille particulièrement sur ces patients réhabilités en haut et en bas sur des implants. Ok. Et tu fais des clés en plâtre. Enfin, est-ce que tu solidarises les transferts? Est-ce que tu fais des clés en plâtre? Je ne solidarise plus les transferts depuis de nombreuses années en corrélation avec l'utilisation de l'imprégone. Voilà. Bien sûr qu'il y a des clés en plâtre de validation, ça c'est obligatoire. Je pense qu'on est aujourd'hui à un virage, donc on est équipé au cabinet avec un scanner intraoral, donc on commence à prendre des empreintes optiques, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais pas pour l'instant sur les grandes réhabilitations, même si sur les réseaux sociaux, on voit naviguer dans tous les sens des gens qui prétendent qu'on a, je dirais, une superposition. J'ai quelques doutes sur des grandes réhabilitations sur un plan comme ça. Ce n'est pas tellement les scans body sur les implants qui sont difficiles à prendre avec un scanner intraoral, ce sont justement les zones entre les implants parce que le scanner a du mal à recaler par rapport uniquement à des points de gencive. Enfin bon, ça c'est une autre problématique, mais oui, il y a des clés en plâtre lorsqu'on travaille en analogique qui sont réalisées de façon systématique. Je voudrais avancer un peu, Philippe, si ça ne t'embête pas. Voici une patiente que je n'ai pas vue depuis 18 ans. Alors ça, c'est assez cocasse comme situation. 18 ans après avoir traité, vous allez voir quoi. Et pour les plus anciens d'entre nous, vous aurez certainement deviné de quelle façon nous avons traité l'arcade inférieure de cette patiente-là. Cette patiente, depuis 18 ans, n'a jamais plus consulté. Ni moi, ni un autre confrère. Elle habite dans les Hautes-Alpes.
et elle téléphone au cabinet pour avoir un rendez-vous parce qu'elle a un certain nombre de problèmes qu'on va évoquer ensemble. Voici la radio panoramique qu'on fait le jour où elle reconsulte. Donc, ça me permet de rebondir. Pour ceux qui ne le savent pas, le Brandmark Novum, c'est vraisemblablement le premier édifice à la chirurgie guidée. On utilisait des implants lisses qui étaient monoblocs et la totalité des armatures en titane, il y a une barre inférieure et une barre supérieure, existait avant qu'on mette en place des implants. Philosophiquement parlant, c'est on adaptait je dirais, un schéma de prothèse universel à la mandibule du patient. Je ne vais pas rentrer dans les détails, alors qu'aujourd'hui, on fait du customisé. Peu importe, cette patiente n'est pas venue me voir depuis 18 ans. Elle souhaite, elle est parfaitement satisfaite du bridge inférieur. Elle voudrait la même chose au maxillaire supérieur. Elle a cependant une symptomatologie articulaire bilatérale. Ça, c'est pour mon ami Amin Zorbi, qui est au Liban. J'espère qu'il est toujours en ligne et qui est chef du département de prothèse à l'Université Saint-Joseph. Je t'embrasse, mon ami. Nous avons fait notre diplôme d'occluso ensemble à Marseille. C'est pour ça que je me permets ce petit clin d'œil. Donc, évidemment, la première chose qu'on va faire, c'est on va démonter la barre supérieure. Donc, ça, c'est la barre inférieure du novum. Vous voyez que la patiente a un contrôle de plaque qui est tout à fait hallucinant. Et on va remonter en 4 heures des dents au niveau de l'arcade inférieure pour essayer de recréer, puisqu'elle n'existait plus compte tenu de l'abrasion des dents, de recréer une arcade de référence. Il nous reste maintenant à envisager les solutions possibles pour le maxillaire supérieur. Donc, nous avons 3 dents résiduelles qui sont dans un état épouvantable. Et ce qu'il y a aussi de très préoccupant, c'est les coupes scanners de cette patiente qui mettent en évidence qu'à part les régions 3 et 4 de chaque côté, on a un ancrage osseux qui est très limité. On pourrait peut-être retrouver de l'ancrage osseux en réalisant ici une ostéoectomie crestale. Et justement, la question que je vous pose, Marie, est-ce qu'on peut envoyer la question? On est parfaitement synchro. Dans cette situation, quel type d'implant utiliseriez-vous? Des implants zygomatiques ou des implants étroits associés à une ostéoectomie crestale? Vous avez 10 secondes pour répondre. Pendant que les gens réfléchissent, Jean-Pierre, tu m'entends? Très bien. J'ai quelques questions, tu jugeras, c'est toi qui verras si tu peux y répondre ou pas, mais de façon rapide, parce que effectivement, on commence à manquer de temps. Il y avait une question sur le blocage ostéopathique du maxillaire, Gilles Aldier. Quand on fait une grande reconstruction, c'est vrai qu'on réunit les 2 os maxillaires. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que c'est indépendant du nombre d'implants qu'on pose au maxillaire, parce que lorsqu'on a un patient qui est complètement édenté, aujourd'hui, avec, je dirais, les statistiques très avantageuses de la mise en charge immédiate, moi, il n'y a plus aucun patient aujourd'hui que je ne traite pas en mise en charge immédiate, sauf évidemment problème, évidemment, enfin, je veux dire, c'est le traitement de choix aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'il y a une suture intermaxillaire. Moi, ça fait maintenant, on va dire, 20 ans que je fais des réhabilitations complètes du maxillaire supérieur en mise en charge immédiate et 10 ans supplémentaires depuis lesquels je fais des réhabilitations. J'ai jamais aucun patient qui s'est plaint de problèmes, je dirais, à ce niveau-là, au niveau du maxillaire, ni de patient qui est venu me voir en me disant… Non, mais c'est clair, on a bien compris, Jean-Pierre. Ne perds pas de temps parce que je voudrais que tu puisses commenter le petit sondage. Alors, le sondage, c'est une grosse majorité pour la solution que j'ai proposée aux patients, c'est-à-dire des implants angulés avec une ostéoectomie crestale. Alors, angulés, les 2 implants postérieurs, oui. Ostéoectomie crestale uniquement dans le secteur antérieur, on va le voir. Chirurgie délicate. Et là, très intéressant, implant de diamètre 3,25
malheureusement angulé que de 12 degrés pour les deux distaux et droit dans le secteur antérieur. Je rappelle que ces implants sont des implants de grade 4, donc avec une résistance mécanique très importante. Vous avez ici la temporisation réalisée par Eric Henquin, avec lequel je travaille depuis au moins 20 ans. Vous avez ici la situation clinique à 6 mois, avec une cicatrisation qui est magnifique, des implants qui sont totalement asymptomatiques, et très important, la disparition de toute symptomatologie articulaire, dans la mesure où vous vous doutez bien que dans ce cas, on a augmenté la dimension verticale d'occlusion et donc on a repositionné les condyles de cette patiente dans une position beaucoup moins traumatique. Avant-après, au niveau du contrôle radiographique, là aussi, PIB titane dents composite. Et évidemment, l'amélioration de la situation sur le plan esthétique qui ravit la patiente. Elle n'a eu qu'une déception, cette patiente-là. Rappelez-vous que le Brandmark Novum, c'est un traitement qui se faisait en un jour et qu'en un jour, on était capable de livrer au patient une prothèse définitive. Et là, comme c'est une patiente qui habite à 250 km du cabinet, ça a été très compliqué pour elle, je dirais, de se déplacer. Elle était persuadée que 20 ans après, on pourrait proposer une technique en un jour au niveau du maxillaire supérieur. Et quand je lui ai dit non, elle était évidemment un petit peu déçue. Peu importe, là aussi, regardez le type de prothèse ici, donc PIB titane dents acrylique, avec des trous d'accès au vis qui sont parfaitement situés et qui sont garants d'un comportement biomécanique dans le temps qui est plutôt d'un très bon pronostic. J'ai une question sur l'usure de ces dents-là. Oui. Ça s'use vite, tu préviens les patients qu'il faut refaire les dents? Évidemment, je dis toujours, je prends toujours la comparaison suivante. Je lui dis, monsieur, madame, vous avez une voiture? Oui. Les pneus s'usent? Oui. Vos dents sont s'user, vont s'user, pardon. Et donc, il faudra vraisemblablement remonter les dents. Alors après, se pose la question de, mais dans combien de temps, docteur? Eh bien ça, malheureusement, on n'est pas en mesure de faire une prévision. C'est sûr qu'un bûcheron aura tendance à user ses dents davantage qu'une petite mamie, mais il est évident que les patients sont prévus. Et là aussi, il y a de toute façon des gouttières à port nocturne qui sont systématiquement réalisées. Ok, merci. Une dernière situation clinique, j'essaie d'avancer très vite. Un patient, vous devinez ses problèmes, les vues cliniques intraorales au départ. Ici, la radio panoramique de départ avec des problèmes parodontaux épouvantables. On a même une communication bucco-sinusienne au niveau de 15 et de 14. Et on a une procidence des deux sinus qui est excessivement importante. Par ailleurs, ce patient a perdu pour des raisons infectieuses, et vous le voyez dans les secteurs postérieurs mandibulaires, des dents assez récemment avec des pertes de substances qui sont très importantes. Et là, je déclare haut et fort que pour moi, ça, c'est une vraie indication de Hollenfort au maxillaire et à la mandibule. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une distance entre les deux sinus qui est plutôt limitée. Regardez, on a des bordures de sinus qui sont à l'apex des canines. Donc, on va avoir du mal à distribuer les implants. Et là, mettre 6 implants dans cette distance excessivement exiguë, ça me paraît relever vraiment du surtraitement, alors que dans le cas précédent que je vous ai montré, enfin l'avant-dernier cas, bien, on avait une distance entre les deux sinus qui était beaucoup plus importante. Et ici, on ne va pas envisager des reconstructions avec des greffes ou je ne sais pas trop quoi encore pour pouvoir mettre des implants dans les secteurs postérieurs. Donc, la seule chose que nous avons à figer là, c'est des deux arcades telles qu'elles sont aujourd'hui, laquelle allons-nous prendre comme arcade de référence? Eh bien, moi, il m'a paru évident lorsqu'on a traité ce patient qu'à part les petites égressions de compensation qu'on avait dans le secteur antérieur et ici au niveau de cette 34 qui est par ailleurs excessivement mobile, nous avons simplement réalisé avant la chirurgie du haut ces coronoplasties pour pouvoir réaliser un bridge provisoire sur 4 implants, là aussi avec 2 implants distocoaxis de 4 mm de diamètre, de 24 degrés, et dans le secteur antérieur, 2 implants droits, parce qu'on arrivait parfaitement à matcher avec
le projet prothétique et avoir des émergences de trous d'accès au vis qui soient sur la face palatine des dents. Voici à la fin de la première journée, ce patient a été traité en 48 heures, donc il a passé 2 jours au cabinet, donc on voit parfaitement qu'on a tiré parti de l'anatomie de ce patient. Là, je le précise, on a fait très attention lors de l'extraction des dents. Moi, j'aime bien, lorsque je suis sûr de ne pas avoir effracté la muqueuse, mettre un tout petit peu d'os particulière corticospongio-allogénique et de bourrer l'endroit où on a la communication avec des éponges de collagène pour avoir quelque chose dans le temps qui se consolide au cas où j'aurais un problème avec cet implant. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà le bridge provisoire. Ensuite, on passe à l'arcade inférieure. Même type de traitement, même type d'implant, le bridge provisoire. Et là, j'évoquais, et vous en avez l'illustration, la nécessité évidemment de ne pas faire d'extension lorsqu'on fait du Hold-on-4, c'est interdit. Et donc une temporisation qui est une temporisation avec simplement 10 dents en haut et en bas, comme vous le voyez sur les vues occlusales. Donc vous voyez qu'on a des trous d'accès au vis qui sont parfaitement situés, en tout cas qui nous laissent présager une bonne stabilité de ces prothèses. Le patient porte ses prothèses pendant 6 mois, peut-être même plus dans ce cas-là. Et vous voyez ici les prothèses d'usage toujours réalisées par Eric Henquin et un de mes correspondants que je salue, il est peut-être en ligne, Dominique Delorme, où on a pris le soin, évidemment, grâce à l'armature en titane, d'ajouter des extensions à droite et à gauche, de façon à ce que le patient se retrouve réhabilité avec 12 dents, aussi bien en haut qu'en bas. Là, le sourire, la grimace plutôt du patient, la situation avant et après, le contrôle radiographique, ici on est à uniquement 12 mois post-opératoire. Pour conclure sur ces grandes réhabilitations, et j'ai mis en mémo la situation 2, 3 et 4 pour que vous les ayez en perspective, pas la une où on avait mis les implants de façon rectiligne. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement du traitement de ces 4 patients? La même philosophie de traitement avec évidemment de la prothèse transvissée parfaitement éprouvée avec une connexion à plat sur pilier multi-unit, quelle que soit la marque. Je pense que dans ces cas-là, c'est la meilleure façon de gérer ces patients-là. Un choix chirurgical prophylactique avec une surface implantaire hybride, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on en a déjà un petit peu parlé et je vous encourage fortement à écouter Philippe lors de son prochain webinar consacré donc à l'état de surface hybride, mais surtout, et j'insisterai là-dessus, un choix chirurgical et prothétique raisonné, sans compromis biomécanique, c'est-à-dire un implant, une angulation qui est donnée par l'implant, avec un pilier multi-unit connecté à 35 Nm/cm, ce qui est un couple standard parfaitement propice à recevoir des charges masticatoires importantes. Je voudrais rapidement terminer par quelque chose que tu as abordé, Philippe, c'est ce fameux implant Inverta. J'ai couché quelques références bibliographiques parce que cet implant n'est pas sorti du chapeau de Philippe ni du mien. Il a été éprouvé pendant des années, notamment par la New York University à travers des gens que vous connaissez comme Steven Chu ou Denis Tarnot. Nous utilisons, puisque cet implant est commercialisé en France depuis maintenant 1 an, nous avons une petite expérience de ces situations-là. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a développé Philippe, une problématique qui nous empêche de convenir d'une prothèse transvissée dans ce cas-là, une canine maxillaire qui est fracturée. Je fais systématiquement des radios post-opératoires. Et là, c'est un petit clin d'œil parce que vous allez voir qu'ici, on ne voit plus rien sur cette rétro-alvéolaire post-opératoire. Tout simplement parce que je prends depuis des années l'habitude de sectionner systématiquement les racines dans le secteur antérieur pour justement ne pas effracter cette fine corticale vestibulaire parce que je pense qu'elle est le garant du pronostic biologique et esthétique de ces restaurations antérieures long terme, mais que dans ce cas-là en particulier, eh bien, on a réalisé ce qu'on appelle une partial extraction therapy ou socket shield technique, c'est-à-dire qu'on a conservé
Et vous voyez ici ce socket shield, ce bouclier que nous avons conservé sur la face vestibulaire, tout simplement, et que nous avons modifié ici pour le descendre en juxta ou en infracrestal. L'intérêt de cette technique présentée il y a maintenant un peu plus de 10 ans par Marcus Hürzeler, c'est de faire en sorte que l'os fasciculaire, qui a malheureusement et physiologiquement tendance à se résorber après une extraction, soit conservé. Donc, on a, de façon concomitante, utilisé cet implant Inverta, qui est un implant qui a été dessiné pour les traitements de type 1, c'est-à-dire extraction-implantation immédiate, avec une morphologie et une macrostructure qui est très particulière. Ici, c'est un Inverta de 12 degrés. L'intérêt de cet Inverta, c'est qu'il nous permet de conserver un gap qui est énorme entre le col de l'implant, il s'agit ici d'une connexion conique, et le socket shield. On va malgré tout greffer ce gap, évidemment. L'autre intérêt de cette angulation, on l'a évoqué tout à l'heure pour les grandes réhabilitations, là ici on fait une mise en esthétique immédiate, c'est évidemment de pouvoir faire bénéficier le patient et nous, par voie de conséquence, d'une prothèse transvissée qui est malgré tout aujourd'hui le credo de la plupart des cliniciens qui ont l'habitude de faire de la prothèse sur implant, parce que d'une part, elle est réversible, ça c'est très très important, et d'autre part, elle nous évite les écueils de l'assemblage dans des portions esthétiques sous-gingivales avec les complications qu'on connaît à cet égard. Donc voici à la fin de la journée, très rapidement, la situation à 6 mois post-opératoire et ces vues cliniques qui sont extraordinairement intéressantes. Regardez le volume grâce au socket shield que nous avons conservé. Il n'y a pas eu de greffe de conjonctif, il y a eu simplement le gap, ça c'est très très important. Et je voudrais rajouter également que l'implant qui a été utilisé dans sa partie coronaire n'avait que 3,5 de diamètre. Donc, selon le concept qui est parfaitement développé et, je dirais, illustré ces dernières années dans la littérature, less is more, ça veut dire quoi? C'est que moins il y a de titane dans la zone cristal, plus on va avoir de tissu mou et d'os sous-jacent. Et ça, je crois qu'il faut aller de façon systématique vers l'utilisation d'implants de petit diamètre dans le secteur antérieur. Ma dernière question, Marie, voilà, quel est le moyen le plus efficace et le plus rapide pour transmettre au laboratoire l'enveloppe muqueuse périimplantaire? Réponse numéro 1, élaboration d'un transfert personnalisé, comme on a l'habitude de le faire avec le provisoire qui nous a donné satisfaction, ou aujourd'hui une prise d'empreinte optique. Quelques secondes. Est-ce qu'on peut arrêter le vote et envoyer le sondage? Alors, élaboration d'un transfert personnalisé, la majorité des réponses, 58%. Alors, évidemment, je dirais oui, vous avez raison pour les 58% si vous n'avez pas de scanner intraoral chez vous. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dispose d'un scanner intraoral, eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est de prendre une empreinte qu'on appelle la biocopie avec le provisoire en place. On va ensuite dévisser le provisoire pour immédiatement prendre la même empreinte de l'enveloppe muqueuse, puis reprendre une empreinte optique avec le scan body. Vous allez le voir tout de suite. Le scan body arrive. Le voilà. Et ensuite, évidemment, on aura pris l'empreinte de l'arcade inférieure. Tout ça va être matché avec le logiciel. Et aujourd'hui, moi qui pendant des années ai fait des transferts customisés, pour le faire proprement, il faut aux alentours de 20 minutes. Aujourd'hui, non seulement vous prenez l'empreinte, mais avec le scanner intraoral, mais ça vous dispense d'utiliser votre Duralet avec le provisoire, le silicone, la réplique, couler la Duralet à l'intérieur, etc., etc. Donc, si aujourd'hui vous possédez un scanner intraoral, et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous pourrez investir, peut-être pas tout de suite, mais dans les prochains mois sur ce type d'instrument pour avoir quelque chose de très, très fiable et de parfaitement reproductible. Là, on est en flux numérique. Vous avez la modélisation de la dent sur le logiciel et ici, l'impression du modèle 3D
avec la réalisation prothétique, ici par le laboratoire Dental Excellence qui est à Marseille. La restauration définitive qui n'est qu'un copier-coller au niveau du profil d'émergence de la dent provisoire. Et la situation en bouche. Et je terminerai, parce que je sais qu'on a pris beaucoup de temps, en vous disant que cet implant-là, et je vous engage à venir participer au webinaire qu'on va faire concernant avec le sujet du secteur antérieur, on parlera beaucoup aussi de laboratoire, l'utilisation de cet implant avec un body shift, c'est-à-dire avec une partie intermédiaire qui est plus large que la partie crestale, c'est d'améliorer la stabilité primaire parce que l'apex de cet implant est pointu et agressif. C'est dans la région coronaire de préserver plus d'os à la fois dans le sens mésiodistal et vestibulo-lingual et de maintenir de facto l'ensemble des tissus mous qui sont en corrélation avec l'os que vous avez préservé. Enfin, lorsqu'on utilise un implant coaxis inverta, eh bien, dans ce cas-là, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, le cas de la canine fracturée, on est chez une patiente qui est en classe 2-2, donc avec des procès alvéolaires qui sont très plongeants, eh bien, c'est de nous donner, comme je viens de vous le montrer, la possibilité de réaliser une prothèse transvissée. J'en ai terminé, Philippe. Je peux prendre quelques questions si nous avons encore… Bravo Jean-Pierre. Merci. Bravo, impeccable, bravo. C'était magnifique, les cas sont magnifiques. Et c'était très clair, je te remercie. J'ai une question, alors on va peut-être pas… j'ai une question sur l'accès à l'hygiène. Tu as montré des bridges, c'est une question qui nous vient d'Emmanuel Charleux, qui est prothésiste, un très grand prothésiste à Paris. Et Emmanuel pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir un petit peu pour pouvoir mieux nettoyer? Enfin, je veux dire, c'est toujours un compromis. C'est une excellente question. En ce qui concerne… concerne… Tu as montré des cas un peu fermés, je pense. C'est pour ça qu'Emmanuel a… J'ai bien compris. Alors, en ce qui concerne tout ce qui est PIB, PIB titane et dents acryliques, je fais toujours un essayage de la barre en titane avec les dents qui seront utilisées pour la prothèse d'usage. Et à la place de la fausse gencive, je demande au laboratoire de me rendre de la cire rose. Et je prends le soin en bouche de corriger éventuellement par soustraction ou par addition les zones qui me paraissent non conformes à la prophylaxie. C'est-à-dire il y a une séance entière qui est passée soit par moi, soit par mes associés ou collaborateurs pour dessiner et avoir le design le plus intéressant possible. Il y a par ailleurs, lorsque les prothèses sont mises en place, il y a une séance entière qui est réalisée par ma jeune collaboratrice qui explique au patient de quelle façon il va nettoyer. Et très franchement, je ne pense pas que des espaces plus ouverts soient particulièrement propices à une meilleure hygiène. Tout simplement parce que je pars du principe que lorsque les implants sont correctement positionnés, on évite la plupart du temps ce qu'on appelle des overlaps, qui sont évidemment des pièges à nourriture et à bactéries, ça c'est la première chose, et que je fais en sorte que l'intrado des prothèses soit, dans la mesure du possible, les plus convexes. On essaie d'éviter des concavités. Donc on attache un soin particulier au profil de nos prothèses, quel que soit le type de restauration. Magnifique. Une dernière question concernant le socket shield. C'est quoi la technique en fait? Tu as une technique particulière, des fraises? Comment tu fais pour obtenir ce morceau de racine régulier et concave comme ça? C'est une très bonne question. D'abord, je pense qu'il y a des situations où on ne peut pas faire de socket shield. Imaginez que vous ayez une dent fracturée et que la fracture ou la fêlure soit vestibulaire. Il faut oublier. Donc là, on avait la chance, la fracture, elle allait en palatin sous-crestal. Donc, on a eu la chance, puisque on va considérer que la portion de racine qu'on conserve en vestibulaire ne présente aucune pathologie, il n'y a pas de carie, et elle est parfaitement ancrée par ces fibres en collagène dans l'os fasciculaire. Donc, déjà, il faut savoir poser la bonne indication. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour arriver à faire ce genre de gymnastique, déjà, il faut apprendre à couper dans le secteur antérieur des dents en plusieurs morceaux. Ça demande un petit peu d'entraînement et ça demande surtout d'avoir parfaitement visualisé et planifié ça sur le scanner, pas sur la 3D, sur les coupes sagittales.
Ça, c'est très, très important parce que sur les coupes sagittales, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, Philippe, on est en mesure de prendre des mesures très précises. Donc, ça va vous demander, la plupart du temps, je commence à sectionner les dents en passant par la lumière endodontique. C'est-à-dire, je dégage toute la gutta avec une fraise Zecria de longueur plus ou moins importante. Et puis ensuite, je vais diminuer cette portion vestibulaire que je garde. Donc, il faut travailler avec un fort grossissement optique de façon à pouvoir garder ce shield. Alors, je vous encourage à aller dans la littérature, ou je vous encourage aussi parce que on ne se fait pas concurrence, mais j'ai de très très bons amis. Je parle d'Adi Antoun et de Franck Bonnet qui font de magnifiques webinars en ce moment. Et je sais que Franck a initié des webinars sur le secteur antérieur. Et me semble-t-il qu'il y en a un autre, il y en a encore un à venir. Regardez ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux, où il va parler beaucoup plus en détail du Socket Shield. Mais il existe des coffrets de fraises spécialement designés pour ce genre de technique. Il faut regarder aussi chez les fournisseurs. Je sais qu'aux États-Unis, c'est foison. Je pense qu'il y a un coffret de fraises qui a été aussi proposé par un Sud-Africain qui s'appelle Gluckman, qui est un excellent conférencier et qui utilise beaucoup ces techniques de socket shield. Donc, moi, je n'en ai pas, mais ce sont les renseignements que je peux vous transmettre. Merci Jean-Pierre. Je regarde si d'autres questions sont arrivées. Tu fais presque toujours des dents en acryl Non, pas toujours. Pas toujours. Alors, le patient est souvent demandeur en termes de conseils. Moi, je propose toujours les deux solutions. Il y a une grosse différence d'honoraires chez toi entre les dents zircone et les dents en acryl? C'est surtout au niveau du laboratoire. Hein. Oui, d'accord. C'est surtout au niveau du laboratoire, il y a une différence qui est relativement importante. Je pense qu'en termes de temps au fauteuil, selon le degré de résorption du patient, si on a à réaliser, par exemple, sur un patient qui n'est pas très résorbé, des aménagements muqueux en termes de compression de crête pour avoir des émergences ça demande aussi un temps au fauteuil qui est largement augmenté. Mais à part l'aspect économique, il y a deux autres aspects. Je ne mettrai jamais en antagoniste de restauration céramique. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est la première chose. Donc à privilégier la céramique avec armature zircone, par exemple, je le fais au niveau du maxillaire supérieur lorsque le patient ou la patiente ont des exigences esthétiques qui sont au-dessus de la normale, parce qu'il est évident qu'on arrive aujourd'hui avec les nouvelles zircones à faire des choses qui sont tout à fait extraordinaires. Voilà, maintenant, après, je ne pousse pas le patient dans un sens ou dans l'autre. Voilà, mais la seule chose que je vous conseille, c'est d'éviter de mettre sur des réhabilitations complètes en antagoniste céramique et céramique. Voilà. Eh bien, bravo, mon cher Jean-Pierre. C'était magnifique. Tu as une très belle conférence, tu as des cliniques magnifiques et c'était un plaisir. Voilà, je te remercie beaucoup. Moi, pour ma part, c'était un plaisir d'abord de partager tout ça avec vous parce que je crois qu'aujourd'hui, on a tous besoin, je dirais, d'une certaine forme d'amour. Le partage fait partie de l'amour au sens large du terme. Le partage, c'est une finalité de la vie. Et moi, j'étais particulièrement heureux qu'il y ait eu une telle audience avec des tas de copains que j'aurais peut-être pas forcément au téléphone. Et surtout, Philippe, de partager cette tribune avec toi. Parce qu'on se connaît depuis quelques années, on se croise, on se téléphone de temps en temps, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce webinaire avec toi. Merci beaucoup. Okay. Emmanuel voulait dire quelque chose peut-être pour terminer? Votre travail, votre passion toujours dans le partage. Et je pense qu'on aura grand plaisir à vous revoir sur de prochains webinaires. Alors, j'ai relevé quelques questions d'ordre technique qui n'ont peut-être pas eu de réponse.
Alors, soit vous pouvez nous adresser vos questions, où je peux y répondre quand même assez rapidement, puisqu'il y a trois, quatre questions euh, qui sont complémentaires à vos présentations, où ont été posées des questions sur la faiblesse mécanique de ce type de système. Alors peut-être que je vais laisser Jean-Pierre et Philippe y répondre. Après, moi, je peux y apporter aussi quelques éléments techniques. Euh, je vais vous laisser voilà, y débattre, peut-être, Est-ce que en bulle. on peut avoir des précisions sur la question faiblesse mécanique, quel que soit Faiblesse, quel que ouais, soit le type mm, de connexion? mm. Euh, très franchement, je me suis, enfin, vous me savez être un passionné, donc j'ai beaucoup fouillé là-dessus et j'ai beaucoup travaillé sur justement ces cas d'angulation d'implant sur des traitements tels que ceux que je vous ai montrés. Et j'ai en parallèle rencontré Graham Blackburg depuis, enfin, il y a maintenant 3-4 ans, je pense que c'était à l'EAO, Manu, si ma mémoire est bonne. Et je vous assure que c'est un type formidable parce que c'est un vrai ingénieur avec des vraies valeurs de construction et d'élaboration de produits et je dirais un contrôle de qualité aussi bien dans l'élaboration que dans la production qui sont tout à fait étonnantes. Ça, c'est ce que je voulais dire en préambule. La deuxième chose, c'est que procurez-vous je dirais, des illustrations par Emmanuel et vous verrez sur des écorchés d'implants de quelle façon sont constitués ces rattrapages, ces angulations sous-crestales. Franchement, quand vous regardez les implants, ça a été vraiment excessivement bien pensé. Et n'oubliez pas une chose qui est importante, c'est que les complications mécaniques sur les implants, la plupart du temps, n'interviennent pas au niveau d'un implant, mais au niveau des vis de prothèse et au niveau des vis de piliers. En tout cas, de façon rétrospective, c'est ce que j'ai pu observer depuis des dizaines d'années sur les patients que j'avais traités. Or là, on est dans un concept biomécanique qui est complètement différent, puisqu'on a une connexion de piliers multi-unites qui est réalisée à un couple de 35 newtons centimètres. Donc, les problèmes de dévissage dus à la parafonction, les charges occlusales excessives, je ne suis pas en train de vous dire que ça va tout pardonner, mais je pense qu'on est dans un cadre de maîtrise accrue de ces problèmes qu'on avait assez souvent sur les implants postérieurs qu'on avait inclinés et qu'on rattrapait avec je le répète, des piliers angulés qui finalement n'étaient torqués qu'à 15 newtons centimètres. Donc je ne suis absolument pas inquiet sur la fragilité du matériel. Philippe, si tu veux rajouter quelque chose. Alors, moi, je ne peux pas me prévaloir de mon expérience clinique avec ces implants, puisque je démarre avec ces implants Coaxis. Ils existent malgré tout depuis 2004, donc ça c'est quand même assez rassurant. En général, quand vous avez un produit qui est sur le marché depuis plus de 15 ans, s'il y a des problèmes et s'il y a des complications mécaniques, vous avez quand même eu le temps de les voir arriver et de faire les éventuelles corrections. Ces problèmes mécaniques sur des cols implantaires, c'est quand même quelque chose auquel je suis sensibilisé parce que je connais bien la littérature sur la fracture des implants dentaires. Il y a eu des fractures avec les premières générations d'implants de Brenmark, les titanes de grade 1 ou 2, des fractures sous le col. Il y a eu pareil des fractures de col avec les premiers implants Screwvent de Zimmer, mais à l'époque ça ne s'appelait pas Zimmer. C'était les premières connexions internes et on avait parfois des fractures où le col de l'implant explosait, s'ouvrait. Et pareil, c'était des implants en titane pur de grade 1 ou 2. Et puis les fabricants ont envie de corriger le tir. Et des fabricants qui sont dans l'implantologie depuis plus de 30 ans, comme c'est le cas pour Southern, connaissent bien tout ça et font très attention, utilisent tout ce passif et savent où sont les écueils et savent les prévenir. Donc j'ai confiance.
je sais que Graham Blackbird fait très très attention à la sélection du titane qu'il utilise pour faire les implants. Il veut un titane pur, mais il veut le meilleur des titanes purs. Et il a un titane pur de grade 4 qui est particulièrement efficient. Il m'a expliqué comment ce titane de grade 4 est produit, parce qu'il y a tout un sourcing aussi. Quand vous utilisez, vous ne prenez pas n'importe quel titane, qui fait mettre un certain nombre de barres de côté. Enfin, il est très très attentif à la qualité du titane pur de grade 4 qu'il utilise. Et voilà, tout ça est assez rassurant. Et puis, je veux dire, il y a tellement d'avantages dans cette connexion coaxis que pour l'instant, je pense qu'il faut en faire bénéficier les patients. Parfait. Merci Philippe. Je vais juste abonder effectivement par rapport au grade du titane. Ça va me permettre de répondre à un certain nombre de questions qui sont restées sans réponse. J'espère que je vais pouvoir apporter des précisions et surtout n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous envoyer. On reste disponible pendant cette période sur nos emails et téléphones. Effectivement, le grade de titane est un grade de titane 4 avec une résistance à la flexion à 920 mégapascales, ce qui donne toute cette possibilité à Southern Implant de développer des dispositifs médicaux vraiment spécifiques. Donc, notamment, on le verra dans le webinaire du docteur Danglo le 16 avril qui va beaucoup parler donc des implants zygomatiques et notamment encore des implants rattrapage d'axe type coaxis dans les maxillaires fortement atrophiés. Donc, c'est ce grade de titane qui permet voilà, cette conception d'implants particuliers. Il y avait une question sur les compatibilités de connexion. Oui, on retrouve effectivement différentes connexions chez Southern. Je vous invite à prendre de plus en plus d'informations sur le site ou à nous envoyer vos informations afin qu'on puisse vous envoyer des documentations si cela vous intéresse. Les autres questions, il y avait une question tout à l'heure du docteur Bis qui est intéressante sur le switching platform. Alors, il faut savoir, des fois, on ne le voit pas bien sur les images, mais c'est que même aujourd'hui, sur un hexagone externe, on arrive à avoir un switching platform. Il n'est pas forcément visible sur l'ensemble de la connexion, mais on a toujours un déport. Et alors, la question était pourquoi ne pas augmenter le col de l'implant? Je crois que dans la partie cristal, Dr Kayat et Gardella ont démontré qu'il y avait plutôt un intérêt plutôt à réduire la taille de la plateforme dans cette partie cristal, mais sachant que sur de l'hexagone externe, avec le système Southern, on a la possibilité d'utiliser des composants plus étroits voilà, pour augmenter ce phénomène de switching platform. J'espère avoir répondu à toutes les questions. N'hésitez pas, donc, comme je vous l'ai dit, à nous envoyer vos questions par email. On va vous faire un petit sondage pour les quelques personnes qui restent. Merci Marie pour ta rapidité. Voilà, si vous pouvez prendre le temps de répondre, il y a 3 petites questions concernant votre satisfaction sur ce webinaire, voilà, pour nous permettre de nous améliorer pour les suivants. Voilà, si on peut. Super. Je crois qu'à l'unanimité, tout le monde a apprécié le format du webinar. Donc, au plaisir de se revoir dans la vraie vie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là pour nous. Merci. Au revoir. Au revoir.